C'est une question en fait, que je me suis posée au mois d'août dernier, quand j'ai vu, comme beaucoup d'entre vous, ces avions géants américains qui décollaient de l'aéroport de Kaboul avec des grappes d'Afghans qui étaient accrochés aux roues. Certains d'ailleurs partant dans les airs avec ces avions géants et tombant du ciel. C'était assez bouleversant. Et je dois dire que je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur l'Afghanistan avant de voir ce spectacle épouvantable. Et c'est un peu la question que je me suis posée moi-même, ce qui m'a conduit à me replonger dans mes carnets de notes, les premiers remontant au mois de février 2001, lorsque j'ai fait ma première mission alors que j'étais à l'Agence française de développement et que je suis allé donc en Afghanistan, à Kaboul, alors que les hostilités venaient juste de terminer. Et puis, vraiment, je me suis reposé la question qui m'a tourmenté. Et la deuxième raison qui m'a, je dirais, conduit à me pencher sur ce livre, c'est la lecture des mémoires d'Obama, dans lequel Obama fait apparaître cette guerre comme une guerre de nécessité, c'est-à-dire comme une guerre qui s'est imposée aux États-Unis, alors que, par contraste, la guerre d'Irak a été une guerre de choix, une guerre malheureuse, malencontreuse. Mais c'est comme si, je dirais, l'ensemble des États-Unis considérait qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de s'impliquer en Afghanistan. Alors, je suis reparti à la fois de mes notes, je suis reparti de la quarantaine de bouquins que j'ai lus sur l'Afghanistan entre 2001 et 2015. Et puis, j'ai essayé de reconstituer les événements entre le mois d'août 2001 et puis le mois de novembre 2001, où les premières bombes américaines sont tombées sur l'Afghanistan. Et en reprenant je dirais, le chronogramme précis de ces événements, on s'aperçoit aisément que la guerre d'Afghanistan n'était pas du tout une guerre de nécessité pour les États-Unis, et qu'avec un peu plus de sang-froid et surtout un peu moins d'hubris, c'est-à-dire de la part essentiellement George Bush et Cheney, un peu moins je dirais, d'impression de toute puissance, eh bien, il y avait, je dirais, tout à fait la possibilité de négocier, en tout cas, et d'atteindre les premiers buts de guerre tels qu'ils avaient été exprimés par les Américains, à savoir se faire livrer Obama Ben Laden, Osama Ben Laden, pardon, et deuxièmement, de faire démanteler les groupes d'Al-Qaïda en Afghanistan. Les Américains, à l'époque, avaient toutes les cartes en main. Ils pouvaient exercer des pressions considérables sur les Pakistanais, qui eux-mêmes tenaient largement en contrôle les talibans. Et pour ne pas avoir pris le temps d'une négociation sérieuse, eh bien, les Américains ont préféré engager les hostilités très rapidement, sans avoir réfléchi au fait que eh bien, les talibans étaient d'abord une création de l'armée pakistanaise, en particulier les services secrets pakistanais, et que s'attaquant aux talibans, ils s'attaquaient finalement à l'armée pakistanaise indirectement, qui avait beau être l'allié officiel des États-Unis, allait néanmoins faire tout son possible pour, je dirais, mettre en difficulté l'armée américaine. Donc c'est un peu la première des erreurs que j'ai soulevées, c'est-à-dire que cette guerre d'Afghanistan n'était pas du tout une guerre de nécessité, et une guerre qui a été engagée tout simplement parce que, je dirais, le sentiment de toute puissance des États-Unis, en particulier de George Bush et de toute son équipe, a conduit à cette décision malencontreuse dans laquelle il se lançait dans une guerre contre un ennemi extrêmement redoutable, dans des conditions géographiques difficiles, des montagnes très difficiles d'accès, et d'autre part, un ennemi qui allait recevoir, au début avec beaucoup de discrétion, puis ensuite avec de moins en moins de discrétion, un soutien extrêmement actif de l'armée pakistanaise, qui allait mettre en difficulté en permanence l'armée américaine,
sachant que les Américains ne pouvaient pas non plus protester trop bruyamment, dans la mesure où leur voie d'approvisionnement, les routes de la logistique de l'armée américaine, traversaient le Pakistan. Et qu'à chaque fois que les Américains ont commencé à protester de façon trop brutale, trop sérieuse, pour retrouver le matériel qu'ils avaient eux-mêmes fourni à l'armée pakistanaise et qu'ils retrouvaient entre les mains des talibans qu'ils avaient capturés, comme les moyens de communication extrêmement sophistiqués, comme les aides à la vision nocturne, etc. Et bien, à chaque fois que les Américains protestaient sérieusement, eh bien, la logistique américaine était mystérieusement ralentie. Des convois étaient mis en difficulté, les camions citernes brûlaient, les chauffeurs de ces camions étaient assassinés. Et donc, les Américains comprenaient très vite qu'ils ne pouvaient pas non plus bousculer trop sérieusement l'armée pakistanaise. Alors, après avoir regardé un petit peu la mécanique qui a entraîné le lancement de cette guerre malencontreuse d'Afghanistan, j'ai examiné avec quelques amis qui sont des généraux haut gradés français, j'ai examiné un petit peu les questions militaires et je me suis aperçu très vite qu'il y avait énormément de points qui étaient extrêmement surprenants. Le premier point, c'est que d'abord, c'était une coalition de 50 nations dans laquelle les 50 gouvernements intervenaient en permanence dans la conduite des opérations, la façon de conduire les opérations, avec le souci d'économiser la vie de leurs propres hommes, ce qui fait que la coalition tirait à U et à Dia, et ceci d'autant plus que c'est une succession de généraux américains qui ont pris place en Afghanistan, puisqu'il y a eu pas moins de 18 généraux en chef en 20 ans, ce qui explique, je dirais, les zigzags en matière de doctrine, en matière de stratégie au niveau de l'intervention américaine en Afghanistan. Alors derrière tout cela également, il y a eu des buts de guerre qui étaient très imprécis et qui étaient d'ailleurs soulignés par Barack Obama. Au début, les buts de guerre étaient très simples. C'était récupérer Oussama Ben Laden, démanteler les camps Al-Qaïda en Afghanistan. Et puis très vite, les buts ont dérivé. Et très vite, l'idée a été de construire une démocratie modèle, ce qui, dans un pays aussi divisé, aussi fragmenté que l'Afghanistan, était quand même un grand défi. Et puis, c'était également de faire la démonstration de la toute-puissance de l'armée américaine, y compris dans des conditions aussi difficiles. Et donc, cette dérive des buts de guerre, ces changements de doctrine et de stratégie constants ont fait qu'avec l'interventionnisme des différents gouvernements qui étaient derrière les différents corps d'armée qui étaient sur place, eh bien, il y a eu énormément de difficultés pour les Américains pour conduire, je dirais, une action cohérente. Alors, c'est une question qu'on m'a énormément posée lorsque j'ai publié, il y a de ça maintenant 6-7 ans, mon livre précédent qui s'appelait Africanistan. On m'avait beaucoup reproché ce titre, qui était, il est vrai, un peu racoleur, et en me disant, mais il n'y a pas de rapport entre l'Afghanistan et le Sahel. Et de toute façon, le Sahel, ça ne sera jamais comme l'Afghanistan. Ça, il y a effectivement des petits problèmes, mais les problèmes vont être vite réglés, soit par l'armée française, soit tout simplement, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette question parce que j'avais choisi ce nom Africanistan avec beaucoup de réflexions sur la base à la fois de mon analyse de la situation en Afghanistan en 2014-2015, parce que j'ai rédigé ce livre, et d'autre part en fonction de ma connaissance que j'avais des zones sahéliennes dans lesquelles j'ai vécu plus d'une dizaine d'années. Alors, en fait, on a effectivement des sociétés qui ne se sont jamais rencontrées, des sociétés qui sont donc totalement étrangères l'une à l'autre. On a d'une part, en plus, une société afghane
des sociétés afghanes qui vivent dans un pays à climat tempéré froid, même très froid l'hiver, et les montagnes de l'Hindoukouche sont couvertes de neige. Et on ne peut pas les confondre avec l'Adrar des Ifoghas au nord du Mali, qui sont des collines et des petites montagnes complètement desséchées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ces pays se retrouvent, le Mali et l'Afghanistan, au rang des pays qu'on considère comme des pays faillis? Tout simplement parce qu'ils partagent un certain nombre de caractéristiques communes, malgré leurs différences au plan sociologique, au plan politique. La première de ces caractéristiques, c'est qu'il s'agit de sociétés agraires, au départ, qui vivent de l'agriculture, mais d'une agriculture qui est extrêmement difficile, extrêmement aléatoire, que ce soit donc en Afghanistan ou au Mali, et surtout au Niger et au Burkina, et qui dépend d'une pluviométrie qui est souvent assez erratique. Donc, il pleut bien au bon moment, on peut avoir une bonne récolte. Il pleut peu, ou il pleut à une mauvaise période, soit trop tôt, soit trop tard, ou de façon trop brutale. Et je dirais, la récolte céréalière est insuffisante pour nourrir la population rurale. Donc ça, c'est le premier phénomène qui se trouve, malgré les différences climatiques, à la fois dans les pays sahéliens et puis en Afghanistan. Et combiné avec cette problématique agronomique, il y a le problème ensuite de la démographie. Ce sont les pays sahéliens et puis l'Afghanistan, des pays dans lesquels la transition démographique est à peine amorcée. Qu'est-ce que j'entends par transition démographique? C'est une réduction du nombre moyen d'enfants pour chaque femme. Alors, dans ces différentes zones, on a un nombre moyen d'enfants par femme qui tourne entre 5, 6, 7, suivant qu'on est en ville ou qu'on est à la campagne, suivant qu'on est au fond de la campagne de la brousse nigérienne ou bien à Bamako. Mais quand on est à ces niveaux de nombre d'enfants par femme, eh bien, on a une population qui double en gros tous les 22-25 ans. Donc, quand vous avez une population qui double comme ça depuis 30 ans, tous les 30 ans, qu'est-ce que je veux dire, depuis à peu près les années 1950-1960, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans, vous avez une population qui a littéralement explosé. Alors, la population afghane rurale se retrouve avec une insuffisance de terre pour cultiver et pour se nourrir. Et c'est la même chose dans la plupart des régions du Sahel. Alors, dans un contexte où on a des fréquentes pénuries céréalières, des fréquentes disettes, parfois des famines, il est important pour certains membres des familles étendues de trouver des emplois en ville. Alors, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens descendent à Lagos, ils descendent à Abidjan pour trouver des boulots pendant la saison sèche. Et les Maliens vont aussi en France s'installer et envoyer de l'argent pour qui permet d'acheter des céréales. Et en Afghanistan, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire beaucoup d'enfants vont travailler à Peshawar, en Iran, à droite à gauche. Mais dans la mesure où des groupes armés se sont constitués de chaque côté, groupes armés pour se livrer aussi en particulier à des rapides, eh bien, il est extrêmement tentant dans les deux cas pour les jeunes de ces sociétés de s'engager dans les groupes armés, ce qui leur assure un revenu assez régulier et puis des possibilités de rapines qui ne sont pas à négliger. Alors, comme nous avions en plus des sociétés qui étaient musulmanes, avec un islam qui était tolérant, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Sahel, ces sociétés ont également été atteintes par la grande vague d'un islam rigoriste qui provient d'Arabie saoudite pour l'essentiel, du Pakistan également. Et cet islam rigoriste qui a atteint dans les années 60-70 l'Afghanistan, plutôt donc que le Sahel qui a été touché vers les années 70-80, je dirais, a donné une dimension
religieuse, idéologique à la lutte, je dirais, agraire, agricole de beaucoup de jeunes locaux. Et dans ces deux situations, on a vu se développer des groupes armés, se multiplier des groupes armés de façon tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire que les donateurs se sont engagés dans ce pays en ayant l'intention de construire une nation. Et pour construire une nation, ils ont voulu commencer par construire un système démocratique qui était extrêmement ambitieux, dans la mesure où les notables étaient quand même mal associés à ce phénomène, dans la mesure surtout où il y avait des fractures considérables dans la société afghane, puisqu'on avait à la fois des groupes ethniques différents, au moins une bonne dizaine de groupes principaux, plus un certain nombre de clans, etc., additionnels, avec chacun leur, je dirais, leur logique, leur mode de fonctionnement politique, leur mode de traitement je dirais, des conflits entre eux. Et on a voulu mettre tout ça, fondre tout ça, dans un système démocratique qui était largement fondé sur le système américain, dans lequel on a un président avec du pouvoir considérable, mais qui au départ se trouvait sans aucun pouvoir au plan militaire et sans aucune possibilité véritablement d'intervenir dans les jeux entre les factions. Ce qui fait que le président Karzai, pour, je dirais, passer des alliances multiples, ne s'est pas appuyé sur ses pouvoirs véritablement de président, mais en permanence, il a cherché à accumuler des ressources financières pour pouvoir acheter le bon vouloir, la bonne volonté de tel groupe afghan ou de tel micro-clan afghan, et en offrant à la fois soit de l'argent, soit des postes qui étaient ensuite gérés comme des butins au niveau de brigands se partageant un fromage tout à fait étonnant. Donc, la construction de la nation est partie sur de mauvaises bases. Et quand on prend les pays en voie de développement, peu d'entre eux ont réussi à construire une véritable nation. On a le cas de la Tanzanie, où l'ex-président avait sans doute mis l'économie par terre, et il avait su construire une nation tanzanienne en interdisant les langues locales et en gérant et en unifiant véritablement les différentes ethnies tanzaniennes. On a eu dans le cadre de la Côte d'Ivoire, je dirais, un début de création d'une nation ivoirienne, et rares sont les exemples de construction de nations satisfaisantes. Donc on savait qu'on se lançait dans une opération extrêmement difficile, sachant d'autre part que les Américains au pouvoir, que ce soit Donald Rumsfeld et puis Dick Cheney, étaient absolument opposés à toute idée de nation building, considérant toute démarche en ce domaine comme une perte de temps et d'effort. Alors, les donateurs ont essayé de faire ce que l'on appelle du state building, c'est-à-dire de construire les principales institutions, mais dans ce domaine, ils se sont fait contrer par le président Karzai et ils se sont fait contrer par le népotisme ambiant que Karzai n'a pas voulu combattre, n'a pas voulu mettre au pas. Donc, comme les donateurs également ont fait preuve de timidité en ce domaine, n'ont pas osé s'attaquer en particulier au secteur régalien, qui est le secteur fondamental, eh bien, on se rend compte que le state building, malgré ses ambitions beaucoup plus réduites, a conduit finalement à un échec.